tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette lumière un peu bizarre pour vous faire ma dernière partie du point lecture du Cold Winter Challenge qui, comme vous le savez, pour moi a été un fiasco puisque je ne l'ai pas terminé à temps. Mais voilà, je voulais vous présenter tout de même les dernières lectures que j'ai effectuées dans le cadre de ce challenge et il y en a encore pas mal. Alors je vais essayer de faire assez bref pour chacune de ces lectures pour vous les présenter. On va parler beaucoup d'animaux, d'écologie, donc restez avec moi si ces thématiques vous intéressent, également le développement personnel. Et on va commencer de suite sans plus tarder avec Sean Ellis et Un homme parmi les loups que j'ai lu pour la catégorie Reine du Père Noël. Alors ici on est avec un monsieur qui est né dans une famille très pauvre au sud de l'Angleterre, élevé par ses grands-parents, il a aidé à la ferme et il était pas très bon à l'école, par contre, il adorait s'isoler dans la nature et il comprenait très bien les animaux, notamment les chiens. Lorsqu'il est devenu adulte, il a intégré un groupe de, je crois, tireurs d'élite au sein de l'armée, une expérience qu'il a traumatisée, qu'il n'a pas du tout aimée, et il a décidé de quitter en fait l'armée, de repartir de zéro. Il n'avait pas un sou en poche, il était fauché, il avait tendance à aller au pub et boire un petit peu des coups. Il avait des histoires d'amour sans lendemain, en gros il n'avait rien à perdre. Il a décidé finalement de vivre un petit peu sa passion et d'intégrer une réserve, je crois, enfin c'était un parc animalier dans lequel il y avait en fait des loups. Et un jour, il a assisté à une scène absolument incroyable entre un enfant autiste qui ne parlait pas et un loup. Et lorsque les deux espèces se sont rencontrées, lorsque les deux créatures se sont rencontrées, il y a eu comme de la magie qui a opéré dans le regard du loup et dans le regard de l'enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé et l'enfant a commencé en fait à émettre des sons, à parler. Il a réagi en gros à ce loup. Et Sean Ellis a été vraiment intrigué par cet épisode, il a été touché et il s'est dit waouh, là il s'est vraiment passé quelque chose, ces animaux ont une intelligence hors du commun. Je crois que j'ai envie de partir aux États-Unis dans une réserve d'Indiens et d'aider un petit peu aux tâches du quotidien et aller me rapprocher un peu des loups. Donc il quitte tout, il économise tout l'argent qu'il peut pour partir effectivement aux États-Unis. Du coup, il a tout dépensé pour son billet d'avion, il n'a absolument plus un sou en poche. C'est alors qu'il va vivre en se nourrissant de marshmallows, de presque rien en fait, jusqu'au jour où les Indiens vont s'apercevoir un petit peu de ce qu'il fait et vont l'aider finalement. Ils vont lui donner un vrai emploi, un toit au-dessus de sa tête, et il va pouvoir ainsi donner un petit coup de main dans cette réserve naturelle. On est dans les Rocheuses. Jusqu'au jour où il décide de partir, finalement, ils se sont prêts à se confronter aux loups dans leur environnement naturel. C'est ça qu'il trouve intéressant. Il comprend suffisamment bien le langage des animaux pour effectivement tenter l'aventure tout seul, voilà, en solo total. Donc il part et au bout de quelques semaines, quelques mois, il arrive enfin à détecter un cri de loup et il arrive à intégrer en fait une meute de loups progressivement, petit à petit, en s'intégrant à cette meute. Il va essayer d'adopter leur comportement, leur paraître absolument non agressif. Il va mélanger ses odeurs, en fait, au bout d'un moment, de toute façon, il avait des odeurs, comme vous pouvez imaginer. Il avait ses vêtements en lambeaux, etc. Il a intégré cette meute de loups et il a réussi à s'approcher d'abord des mâles un petit peu moins haut placé, on va dire, dans la hiérarchie de la meute, puis progressivement en fait du mâle alpha. Il a même réussi à approcher certaines femelles qui avaient en fait des vraies appréhensions à s'approcher de lui. Et puis voilà, il s'est fait intégrer il s'est fait une vraie place en fait dans cette meute, en acceptant les codes de la meute, en sachant exactement, en dosant en fait ses attitudes à chaque instant. C'est absolument extraordinaire ce qu'il a réussi à faire dans cette meute. Et il explique aujourd'hui dans ce livre, voilà, les codes des loups, leur manière de se protéger, leur manière de conquérir de nouveaux territoires, comment ils gagnent de nouveaux membres, comment ils chassent, ils excluent des membres de la meute, comment
et comment surtout l'homme peut interagir aussi avec le loup. Quel est le rapport finalement du loup avec l'homme? Jusqu'où va en fait la méchanceté, la cruauté que l'on attribue au loup voilà, dans la croyance populaire, alors qu'en réalité le loup s'avère être un animal extrêmement intelligent, doué de grande sensibilité et surtout assez peureux finalement et qui ne va pas attaquer sans réelle raison. Donc pour toutes ces raisons-là, je vous invite vraiment à lire ce livre. Cet homme a vraiment une sensibilité très très grande vis-à-vis des animaux en général. Il en est ressorti vraiment très différent de cette expérience. Ça l'a vraiment transformé. Aujourd'hui, il a envie de faire passer ce message. Le documentaire qui a été fait sur lui n'a pas eu une fin très heureuse parce qu'il se séparait en fait de sa femme à ce moment-là, mais voilà, je pense que ça vaut quand même le coup d'œil également. Et si vous désirez lire ce roman, en apprendre un petit peu plus sur les loups, moi je vous le conseille énormément parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman. Ça a été une très très belle surprise. Et voilà, je ne saurais vous dire autre chose que allez-y, foncez si un jour vous tombez sur cette pépite. Il y a également quelques images à l'intérieur du roman qui sont vraiment touchantes. Ici, il est avec sa compagne, sa toute dernière compagne, si je me rappelle bien, elle s'appelle Hélène. Voilà, c'est un livre que je vous recommande vraiment de lire, c'était absolument passionnant. On continue, on va enchaîner assez rapidement sur une autre lecture. Dans la catégorie Aurore boréale, il fallait lire un livre sur les périples, les voyages, et j'ai décidé de lire Sirius de Stéphane Servan aux éditions du Rouergue. Ici, on est dans un roman plutôt axé jeunesse. Je pense que les enfants peuvent le lire à partir de 13 ans, 13-14 ans, sans problème. On est dans un monde post-apocalyptique. On ne sait pas trop quelles sont les circonstances voilà, de la fin de l'humanité, mais on sait qu'il n'y a quasiment plus d'humains sur Terre. Et on va suivre Avril avec un jeune garçon, Kid. Avril est une jeune femme de couleur et Kid est un jeune garçon qu'elle élève en quelque sorte, elle l'aide à grandir, elle l'éduque dans un petit cabanon en haut d'un arbre qu'ils ont réussi à se constituer. Ils ont aussi suffisamment de réserves de nourriture jusqu'au jour où leur cabanon vient à être visité. Donc Avril se sent directement menacée, elle tient à protéger le garçon et donc ils vont partir en voyage, en périple, voilà, à la découverte finalement d'horizons nouveaux et puis pour se protéger. Ils vont croiser différents protagonistes qui vont leur en apprendre un petit peu plus sur eux-mêmes et aussi sur ce qui s'est passé en amont, etc., les conflits qu'il a pu y avoir entre les humains. Euh, mais c'est surtout moi la poésie dans ce roman que j'ai beaucoup aimé. Ça a vraiment été un roman qui m'a touchée. Le personnage de Kid, donc enfant en anglais, m'a énormément touchée. C'est un enfant très énigmatique. Vous allez voir qu'il lui arrive des choses vraiment très particulières. Il y a des animaux aussi qui vont se joindre à eux. Et donc, dans un livre vraiment empreint de magie, on va partir comme vous pouvez vous en douter, à la quête de Sirius, mais je vous en dis pas plus pour vraiment vous laisser la magie de découvrir ce roman que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé pour tous les mystères qu'il peut y avoir derrière, le dénouement qui a vraiment été très touchant, le message écologique très 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 fort dans ce roman également, et les liens aussi d'amour qu'il peut y avoir entre ces deux êtres qui évoluent comme ça, qui tiennent l'un à l'autre, qui peuvent donner leur vie pour l'autre. Donc ça a vraiment été une magnifique histoire. Également un livre sur la protection des animaux, sur la sensibilité animale. Voilà, je trouve que le message est très très bien passé. Stéphane Servan signe vraiment ici un roman d'une douceur, d'une poésie, voilà, vraiment enchanteresse et je vous le conseille à 1000%. Ça peut être un excellent livre à lire à la période de Noël. Voilà. En tout cas, je vous le conseille 1000 fois aussi, ça a été pratiquement un coup de cœur. Toujours dans la même catégorie, j'ai lu Métro 2034 de Dmitri Glukovski. Donc c'est la suite directe de Métro 2033, qui, comme vous le savez, a été une bonne lecture pour moi. J'ai beaucoup apprécié le personnage d'Artyom, mais malheureusement, dans ce tome 2, qui précède Métro 2035, on ne retrouve pas énormément le personnage d'Artyom. Ici, on va être plutôt au sein d'une station, donc c'est vraiment un tome un peu à part. On est dans la station Sevastopolskaya, je crois, qui est censée en fait réapprovisionner le métro moscovite. Et en fait, il y a
une caravane qui était partie, qui donne plus de signes de vie. On a envoyé des expéditions aussi pour suivre un petit peu ce qui s'est passé sur place et voilà, personne n'est revenu. Donc il y a plusieurs personnages qui vont enquêter un petit peu sur ce qui s'est passé. D'abord, il y a Hunter, que l'on retrouve déjà dans le premier tome, qui est un personnage assez combatif, assez fort, etc., qui va se frotter très souvent à Homer, un autre personnage présent dans ce roman. Et on a enfin la présence d'un personnage féminin qui est Sacha, ici. Alors, que dire de ce roman? Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé que la suite était... c'est une suite un peu... Enfin, c'est pas vraiment une suite, comment vous dire. Ça se passe un petit peu après le premier tome, Métro 2033, et cette suite est un petit peu à part. C'est un peu comme si on racontait une aventure un petit peu à part. Alors, on retrouve très peu le personnage d'Artyom, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Au-delà de ça, après, ça a été plutôt voilà, une bonne enquête, un bon roman d'aventure. Maintenant, je sais vraiment pas si j'arriverai à lire Métro 2035 parce que pour moi, cette saga, finalement, elle en vient à être un petit peu décousue. Donc pour moi, je mets vraiment en suspens cette saga pour l'instant, parce que voilà, j'ai pas trouvé une suite directe en fait à Métro 2033. J'aurais bien aimé retrouver le personnage d'Artyom, et finalement ici j'étais un petit peu, voilà, un petit peu ballottée. On va continuer de suite avec Choral of the Bells. Et ici, j'ai un roman un peu plus particulier à vous présenter, puisqu'il s'agit de Colligniel avec Entre Fauves. Donc déjà, cette couverture magnifique qui m'avait hypée. J'ai vu ce livre sur la chaîne de Séverine du groupe Il est bien ce livre. Elle allait le lire, je crois qu'elle l'avait même pas encore chroniqué, donc je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et autant vous dire que ce roman m'a donné autant des frissons que des moments, on va dire, de dégoût extrême. C'est-à-dire, voilà, j'étais à deux doigts de vomir, en fait, puisqu'on va parler ici beaucoup de la chasse, on va parler même du braconnage, et voilà, il s'agit d'un roman choral, puisque plusieurs personnages à tour de rôle vont prendre la parole. Il y a des activistes anti-chasse, il y a une jeune femme que l'on retrouve sur un cliché en Afrique, à côté d'un voilà, d'un lion qu'elle vient d'abattre, qui pose fièrement, etc. Et puis ces activistes se donnent en fait en tête d'enquêter, de savoir qui est-elle, pour essayer un petit peu de la lyncher sur les réseaux sociaux. Donc sa photo circule déjà pas mal, mais on ne connaît pas la véritable identité de cette femme. Et on va aussi, bien sûr, avoir le point de vue de la femme, notamment savoir un petit peu qui elle est, le contexte dans lequel la photo a été prise. Et finalement, là où on se dit que tout est soit tout blanc, soit tout noir, eh bien on va très vite déchanter avec Colligniel et se rendre compte qu'il y a beaucoup de nuances de gris, un peu comme sur la couverture. Au niveau de ces scènes de chasse, on est forcément la proie ou l'assaillant en tout cas. Au début, on ne sait pas trop où l'auteur veut aller, et puis finalement, on va basculer dans un roman un peu thriller. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la scène de chasse qu'il y a dans ce roman, en tout cas. Je trouvais que les rapports de force s'inversaient. Ouais, c'est vraiment un roman que je qualifierais, oui, de surprenant dans sa manière d'amener les choses, de ne pas forcément stigmatiser certaines personnes, de montrer un petit peu toutes les facettes en fait de la vérité d'une même histoire. Une morale qui est vraiment assez piquante, assez acerbe. Voilà, au final, j'ai bien aimé ce roman, alors que vraiment toutes les parties de chasse, la cruauté qui peut être décrite aussi autour du braconnage, la manière dont c'est organisé, ça, voilà, ça m'avait vraiment estomaqué, mais dans tous les cas, j'ai bien aimé en tout cas la manière dont Colligniel parle ici de cette thématique-là, et ouais, je peux vous le conseiller si vous êtes amateur, voilà, de thriller en tout cas. Si vous avez envie de lire un roman qui finalement ne ressemble pas vraiment aux autres, où l'animal a aussi une place prépondérante, les droits des animaux ont une place importante. Voilà, j'ai bien aimé le fait que Colligniel dénonce certaines choses quand même dans son roman, et finalement, ouais, je suis pas mécontente de l'avoir lu. Ouais, c'est un roman qui m'a vraiment laissé des sentiments très contradictoires. Il m'a pas laissé indifférente, et c'est pour cette raison-là que je pense que je lirai encore du Colligniel, parce que j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Ouais, un roman qui m'a laissé
Pas de marbre en tout cas. On va continuer avec une trilogie. Et là, voilà, je vais vous en parler. On va rentrer dans le développement personnel, donc attendez-vous à quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Il s'agit de La prophétie des Andes de James Redfield. Et si les coïncidences révélaient le sens de la vie. Et dans cette histoire, James Redfield va d'abord parler de la prophétie des Andes. Donc là, on va évoquer les 9 premières prophéties, puis la 10e, dans un roman à part. Et enfin, vous avez aussi un petit livre pratique que James Redfield a coécrit avec Carole Adrienne, qui sont les leçons de vie de la prophétie des Andes. Donc là, c'est un livre d'exercice. Donc je vais vous parler rapidement de ces trois romans et livres d'exercice. James Redfield, en fait, va, à travers un roman d'aventure, nous raconter finalement des concepts New Age sur l'évolution aujourd'hui de l'humanité vers laquelle elle pourrait tendre et qui nous ferait un grand bien à nous tous en société. Donc, pour vous raconter un petit peu le pitch de l'histoire, un manuscrit daté de moins de 600 ans avant Jésus-Christ a été révélé, effectivement, a été retrouvé au Pérou, et un homme va, par une série de coïncidences, notamment la rencontre avec une jeune femme qu'il n'avait pas reçue depuis des années, va décider de partir au Pérou à la recherche de ce manuscrit. Dans l'avion, il va croiser un homme qui va là-bas pour les mêmes raisons, pour protéger le manuscrit, parce qu'en fait, le pouvoir religieux qui est en place essaye de s'emparer du manuscrit pour ne surtout pas le révéler à l'humanité, pour le cacher, afin que ces révélations, ces prophéties ne soient jamais divulguées à l'humanité. Et justement, on va partir un petit peu comme ça dans cette quête de la révélation de ces différentes prophéties, en tout cas de ces 9 prophéties, par notre héros, dont on ne connaît pas le nom, mais c'est pas grave. Et il va vivre là-bas sur place au Pérou une série d'aventures. À commencer par une prise de conscience du fait que des coïncidences vont se présenter à lui de manière fulgurante. Puis il va passer par des rencontres un petit peu impromptues ou des coïncidences, des heureux hasards dans lesquels il va croiser des personnes qui vont l'aider en fait dans sa quête. Il va notamment rencontrer des personnes qui ont déjà décortiqué certaines de ses révélations et qui vont les lui révéler à son tour, qui vont les lui présenter, et ainsi notre héros va, à travers une série d'expériences mystiques, à travers une série de compréhensions et d'expériences personnelles, et bien il va comprendre ces différentes révélations les unes après les autres. Et donc James Redfield, dans ce roman d'aventure qui est pas terrible en fait dans son contenu, mais en tout cas nous fait passer des messages qui sont vraiment extraordinaires pour l'évolution de l'humanité. Effectivement, là on parle d'une prise de conscience de l'humanité, puisque l'humanité aujourd'hui est prête à découvrir ces différentes prophéties et à les appliquer. On en est arrivé à un stade de notre évolution aujourd'hui au XXe siècle, au XXIe siècle, qui fait qu'on est vraiment prêt à recueillir, à recevoir ces révélations et à les appliquer à notre tour. Moi, pour ma part, grâce à ce livre d'exercice, je peux vous dire que je fais un sacré travail de développement personnel au jour d'aujourd'hui. Et dans la prophétie des Andes, vous allez découvrir tour à tour donc les différentes révélations des prophéties, notamment bien déjà les séries de coïncidences, l'écoute de l'intuition de chacun d'entre nous, écouter son cœur, écouter son âme, s'élever spirituellement, découvrir que tout n'est qu'énergie, savoir communiquer entre les hommes de manière à évoluer dans l'amour, déjà l'amour de soi, puis l'amour de son prochain. Voilà, tout un tas de révélations qui vont vous être révélées tour à tour, c'est absolument fascinant. Et pour moi, ça a été une véritable révélation aussi, tout simplement. D'ailleurs, les 9 premières prophéties sont donc évoquées ici, mais aussi dans un film, si vous n'avez pas envie de lire le roman, qui est disponible sur Facebook, et je vais vous mettre le lien en barre d'informations, comme ça vous pourrez le visionner. Et étant donné que vous allez vous dire, bah oui, mais c'est bien beau de dire que l'être humain, il va être capable d'évoluer spirituellement vers quelque chose de plus beau, etc. Mais on est quand même énormément de milliards d'individus sur Terre. Tout le monde ne peut pas évoluer comme ça. Comment faire en société? Eh bien, James Redfield répond à cette question dans la 10e prophétie, où il va vraiment dire, voilà, l'humain est un animal social, je suis conscient que nous sommes de nombreux êtres humains sur Terre, et pour éviter que les hommes ne s'entretuent, ne se dominent, notamment à travers
le pouvoir ou encore l'argent, il faut que les prises de conscience soient nombreuses et il faut que toute l'humanité, en fait, une grosse partie d'entre elles, partage ces révélations et ces différentes manières d'interagir entre nous pour que nous puissions enfin vivre dans l'amour, dans la paix et dans une harmonie entre les humains et la nature et comprendre que tout n'est fait qu'énergie et pouvoir enfin s'élever spirituellement et chacun d'entre nous pour le bien de tous, de l'humanité et de la Terre aussi, de la planète. Donc dans cette 10e prophétie, James Redfield évoque des sujets beaucoup plus terre à terre, tels que la société dans laquelle on vit, tels que l'écologie, l'exploitation des ressources, de l'énergie, la manière de se rétribuer en fait, puisqu'on n'aura plus besoin d'argent, on ne vivra plus dans la peur ou dans la domination ou dans la quête de quelque chose, la quête de désir que notre ego nous insuffle et non pas de quelque chose que notre cœur, notre intuition a envie. Avec la période voilà, qu'on a connue aujourd'hui, de la Covid, etc., beaucoup de personnes ont eu une réelle prise de conscience, notamment vis-à-vis de son travail. Beaucoup de personnes ont acheté une maison secondaire, ont décidé de déménager ou de changer de vie. Beaucoup de personnes ont simplement modifié un petit peu leur manière de consommer. Beaucoup de personnes ont changé leur manière de manger. Beaucoup de personnes ont réduit à la baisse leur façon de voyager, d'exploiter en quelque sorte les ressources de cette terre. Au quotidien, des petites choses ont déjà été faites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'humanité est vraiment prête à recevoir ce genre de discours, ce genre de thématiques qui peuvent vous paraître un peu perchées, un peu new age. Oui, tout n'est qu'énergie. Mais il n'y a pas que le héros qui a vécu des expériences mystiques. Il y a des êtres humains tous les jours sur Terre qui vivent des expériences mystiques. Et c'est vrai que tout n'est qu'énergie. James Redfield exploite cette partie de la science qui n'a pas été encore décortiquée, révélée. Vous savez qu'il y a des trous noirs, vous savez qu'il y a des sources d'énergie voilà, dans le cosmos et on ne connaît pas réellement son contenu. Mais on sait aujourd'hui que, voilà, que beaucoup de choses en tout cas sont faites d'énergie et que nous pouvons y croire et que nous pouvons changer les choses tous ensemble. Donc pour moi, c'est un livre qui devrait être lu par toute l'humanité, quoi. En fait, c'est absolument extraordinaire. Et si vous voulez encore pousser la chose, ou même tout simplement découvrir le roman à travers ce livre pratique, vous pouvez. Vous pouvez lire les 3 livres indépendamment. Dans ce livre pratique, James Redfield propose simplement des exercices que vous pouvez faire en solo, soit par écrit, soit par la méditation, soit par un petit travail personnel sur vous-même et aussi des exercices de groupe, carrément des ateliers de groupe. Donc, ce qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à mettre en place aujourd'hui dans un cercle d'amis ou dans un cercle de proches, mais pourquoi pas. Et c'est vrai que pour en avoir déjà fait quelques-uns, j'en apprends énormément sur moi-même. C'est mon livre de chevet. C'est mon livre de chevet. J'ai un petit papier sur lequel je note effectivement mes pensées du jour. Je retravaille un petit peu les exercices au fur et à mesure et ça me fait un grand bien fou. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, vraiment cet ouvrage. Pour moi, c'est une révélation, c'est une de mes meilleures lectures dans le contenu spirituel qu'il contient, dans le contenu émotionnel qui peut vraiment parler au plus grand nombre. Offrez ce livre à Noël, aux anniversaires, offrez-le aux gens que vous, voilà, qui ne vous aiment pas. C'est absolument fantastique. Voilà, je ne saurais que vous dire, il a des notes très très mauvaises sur Livre Addict. C'est normal, l'aventure qui est décrite dedans est pleine de coïncidences, et il y a des choses qui sont voilà, un peu grossières, mais vraiment, le message qui est passé par James Redfield est très beau. On ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé de retransmettre cela et je vous invite grandement à lire cet ouvrage et à le partager autour de vous. Moi, je le fais déjà de mon côté et je compte bien continuer. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour ce petit point lecture. Je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau point lecture qui sera encore plus éclectique. J'espère que ça va vous plaire. C'est vrai que je lis un petit peu moins de thrillers en ce moment. Je lis des ouvrages un petit peu de tous les horizons. J'ai envie de lire du classique, j'ai envie de lire de la science-fiction, j'ai envie de lire des livres plus pratiques. Donc j'espère que ça vous plaît, que je vous partage tout ça. Et moi de mon côté, ben, je vous remercie de me suivre, d'être fidèle et je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao!